J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour, ça reste entre nous sur Radio J, la politique comme nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies, les réussites et les petits malheurs de nos hommes et de nos femmes politiques. Le tout sans langue de bois, c'est rare et c'est tous les mercredis, 21h sur Radio J. Alors cette semaine, bien sûr, on débriefe l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron. C'est lundi soir, il s'est donné 100 jours. Et puis on va s'intéresser au cas d'Elisabeth Borne. Peut-elle encore sauver son poste à Matignon? Et sinon, qui pour la remplacer? That is the question. Enfin, on s'intéressera à ce qui se passe à gauche. La NUPES, l'Union de la gauche, fête dans quelques jours son premier anniversaire. Mais l'ambiance entre camarades n'est pas franchement à s'offrir des fleurs ou à se faire des cadeaux. Alors, pour en parler autour de la table, l'élite du journalisme politique français, les top guns du décryptage et de l'analyse, ceux qui savent tout sur les arrière-boutiques du gouvernement et des partis. Tout d'abord, Roselyne Febvre, chef du service politique de France 24. Bonsoir Roselyne. Bonsoir mon cher David. L'inévitable David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien. Bonsoir David. Bonsoir David. Et last but not least, l'inénarrable Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP. Bonsoir Frédéric. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors je vous rappelle, bien sûr vous la connaissez, mais je vous la rappelle quand même, la règle du jeu, pas de off, pas de langue de bois, vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher, tout nous raconter, bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors, le président Macron s'exprimait lundi soir, TF1 et France 2, 13 minutes d'allocution qui n'ont pas franchement éclairé les Français, on va en parler, mais cette allocution, il a notamment conclu en demandant aux électeurs et aux électrices un délai de 100 jours, on l'écoute. Et ces 3 chantiers prioritaires constituent la feuille de route du gouvernement que la Première ministre détaillera dès la semaine prochaine. Ces 3 chantiers doivent nous rassembler les principaux responsables de la nation, et je m'y impliquerai. Et le 14 juillet prochain doit nous permettre de faire un premier bilan. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. Alors, première question, David Doucan, je me tourne vers vous. Pourquoi 100 jours? Pourquoi pas plus, pas moins? Enfin, d'où vient ce chiffre? Bon, c'est la référence à ce moment d'état de grâce que l'on constate, qu'on a pu constater ou ne pas constater d'ailleurs au début des mandats des précédents présidents de la République. Je pense que Emmanuel Macron utilise cette image des 100 jours précisément parce qu'il n'a pas su les faire vivre au début. Les vrais 100 jours, vous voulez dire? Ben oui, il invente les 100 jours au bout d'un an. C'est quand même curieux comme timing. C'est une invention. Non mais il faut lui reconnaître une capacité d'innovation, d'inventivité politique. Il est dans une situation politique assez difficile, on peut le dire comme ça, contrainte. Par notamment l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il faut bien qu'il trouve quelque chose. Alors, il dit les 100 jours. C'est quoi les 100 jours? Alors, bon, le problème, c'est qu'il y a les 100 jours de Napoléon, qui ont fini par... Qui se termine mal. Qui se termine mal. Bon. Qui se termine par Waterloo, faut-il le rappeler. Voilà, donc on va dire, c'est pas à cela qu'il fait référence. Ce à quoi il fait référence, c'est cette période d'état de grâce qui caractérise souvent un début de mandat, et lui, son début de second mandat a été caractérisé par l'inverse. C'est-à-dire que... pas d'état de grâce. Et non, pas d'état de grâce. D'ailleurs, juste une précision. En 2017, Emmanuel Macron lui-même avait théorisé l'idée qu'il n'y avait pas de 100 jours. Il l'avait dit. Il dit, ça n'existe pas les 100 jours. L'important, c'est le volontarisme, c'est le fait de faire les choses les unes après les autres, etc. En 2022, c'est pas qu'il a théorisé qu'il n'y avait pas de 100 jours, c'est que la situation politique s'est imposée à lui et qu'assez rapidement, des signaux ont été perçus. La présidence de l'Assemblée nationale, son candidat n'a pas été élu. Son candidat n'a pas été élu. La première ministre, on sait qu'il voulait mettre Catherine Vautrin, et ce sont ses grognards, ses plus proches qui lui ont dit non, il faut mettre Elisabeth Borne. Donc, il a été empêché dès le départ. Des choix qui lui sont tellement suggérés qu'on a le sentiment qu'ils deviennent imposés. Et ça, c'est contradictoire, même orthogonal, avec l'identité politique d'Emmanuel Macron. Donc il est dans cette difficulté-là depuis un an. Donc là, il dit,
j'ai pas eu les 100 jours au début, il faut que je réussisse à les faire vivre au bout d'un an. Vous êtes d'accord, Roselyne Febvre? Est-ce que la théorie de David Doucan, selon laquelle ces 100 jours avec un décalage ou un retard d'un an, finalement, c'est aussi un signe d'une certaine impréparation, non? Oui, c'est une façon de remettre, de faire l'ardoise magique. Vous savez, quand on était petit, on pouvait écrire sur une ardoise et on effaçait. C'est l'ardoise magique du président. Oui, c'est une façon de dire, vous voyez, je reprends à zéro. Et effectivement, je joue sur un début de quinquennat où règne normalement l'euphorie, vous l'avez dit, mais là, l'euphorie, fait longtemps qu'elle est passée. En fait, il paye aussi bien sa non-campagne pendant les législatives. Et même la présidentielle. Et la présidentielle, où il n'a pas réagi, où il y a eu à chaque fois des trous d'air, où on se demandait ce qu'il fichait, à quoi il pensait. Donc il paye plusieurs choses. Il paye aujourd'hui aussi sa réforme des retraites, mais telle elle a été faite aujourd'hui, parce que 2017, c'était pas la même chanson. Il avait la CFDT avec lui. Donc c'est un Emmanuel Macron, dans le fond, qui veut appuyer sur le reboot. J'avais retrouvé une petite phrase avec un collègue, on s'était amusé, un confrère, pardon, quand on avait reçu Franck Riester, et on avait retrouvé cette petite... Le ministre des Relations avec le Parlement. Oui, cette petite phrase du maréchal Foch, puisqu'on parlait de Napoléon tout à l'heure. En 1914, alors qu'il menait une bataille, il dit « Pressé fortement sur ma droite, mon centre cède, impossible de me mouvoir, excellente situation, j'attaque. » C'est assez représentatif. Voilà. On parlera tout à l'heure, bien sûr, du potentiel virage à droite que peut prendre la Macronie. Mais restons sur l'intervention du président Frédéric Dabi. Qu'est-ce qui peut, en termes d'opinion, sortir de cette allocution? Est-ce que vous avez déjà des premières mesures, des premières réactions de l'opinion? Sans faire de teasing, on aura le baromètre IFOP JDD dans le journal du dimanche, dimanche prochain. Dans quelques jours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été fait avant et après l'intervention. Alors, sur les 100 jours, tout a été dit et très bien dit. La dernière personnalité nationale qui a évoqué ouvertement les 100 jours, selon moi, c'est Dominique de Villepin. Lorsqu'il est nommé par Jacques Chirac, après une série de catastrophes, défaite aux élections intermédiaires de 2004, référendum humiliamment, si je puis dire, perdu le 29 mai 2005, il se donne 100 jours pour faire baisser drastiquement le chômage. Et il y arrive un petit peu. C'est la période où le chômage baissait tellement et tellement vite que chaque mois, Jean-Luc Borloo et Dominique de Villepin se grillaient la politesse pour être le premier à annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est une annonce d'un chef de gouvernement. Et on a retrouvé dans ce qu'il a dit il y a maintenant quelques jours, avant-hier, des choses qui relèvent plus d'un programme de politique générale, un programme de début de mandat. Ça a été très bien dit, le reflet, ces 100 jours que son quinquennat n'a pas vraiment commencé. J'ai en tête un verbatim du même journal du dimanche d'un électeur, je crois, Europe Écologie Les Verts, qui dit en fait c'est un mandat de 10 ans. Les Français n'ont pas vu d'oscillation, de distinction entre le premier et le second mandat. Ils avaient vu très clairement une oscillation Mitterrand 1, Mitterrand 2, fin de cohabitation, nomination de Rocard, ouverture. Ils avaient très très bien vu la différence Chirac 1, Chirac 2, fin de cohabitation également. Jean-Pierre Raffarin, un Premier ministre surprise. Et puis l'état de grâce, parce que lui, il a connu un état de grâce chiracien avec la non-intervention en Irak. Là, en se donnant 100 jours, c'est une manière pour lui, je pense, de définitivement solder cette période horribiliste de la réforme des retraites en imposant des thématiques. Et là, je vais lui rendre hommage, si je puis dire. Il a cité des thématiques qui sont au cœur des préoccupations des Français. Lesquelles? Très rapidement, inflation, pouvoir d'achat, mais il n'a pas donné de solution concrète, mais ça en dit long sur l'impuissance à résoudre ce problème. Il a parlé d'éducation et de santé. Quand il dit pour l'école, elle va changer sous vos yeux ou elle n'aura plus rien. À vue d'œil, c'est quand même une expression très forte. Il se met dans la position, je trouve, d'un chef de gouvernement qui annonce un discours de politique générale ou d'un président en campagne. Et c'est le reflet de ce qu'a dit Roselyne, c'est le reflet de cette campagne tronquée. Je vous vois faire la moue, David. Beaucoup de commentateurs ont trouvé l'intervention du président particulièrement vide et creuse. Il y avait des choses concrètes, si je puis dire. Quelle est votre opinion là-dessus? Par rapport à ce que disait Frédéric, un discours de politique générale de chef de gouvernement, on entre dans le détail. On y va. On donne du grain à moudre. Les 600 000 du médecin traitant. Là, le président de la République fixe des objectifs, au fond, que nous connaissions. D'ailleurs, depuis la campagne présidentielle, où il avait déjà dit l'éducation, la santé, il voulait que sur ces deux sujets majeurs, éducation, santé, son CNR,
servent de source d'inspiration et viennent apporter les réponses, qu'elles soient co-construites, etc. Bon, on nous dit que le CNR fonctionne très bien au niveau local, qu'on ne le voit pas au niveau national. Bon, quand on le Conseil national de refondation. Si je peux me permettre une micro-incise, j'ai des échos. Ce Conseil national récent de la refondation marche très bien. Il y a énormément de réunions, mais le problème, je parlais d'éducation, de santé, on pourrait rajouter le chômage, le logement et le grand âge, c'est que c'est incarné par des ministres inconnus des Français. Pourquoi le grand débat a marché ? Parce qu'il était incarné par le président himself, si je puis dire. Donc, il a raison. Le CNR fonctionne, mais faiblement incarné. Il n'a aucune chance de donner des perspectives et ce cap qui manque à l'action. Mais puis pour poursuivre ce que vous disiez, l'éducation, la santé, c'était quand même les deux priorités, c'était les deux seules choses qu'on avait retenues de la très courte campagne présidentielle en 2022 d'Emmanuel Macron. Or, ça fait 1 an qu'il est élu et, comme dirait l'autre, comme dirait Seran, on ne voit rien venir, on n'a rien vu venir sur ces deux thématiques. C'est pas entièrement vrai, parce que sur par exemple, le front de l'éducation, les augmentations arrivent. Donc, augmentation des enseignants. Les enseignants, donc c'est quand même... sur l'hôpital, ça bouge pas. Sur l'hôpital, bon. Il a fait un grand discours, par exemple, Emmanuel Macron, il a fait un grand discours sur l'hôpital il y a quelques mois, extraordinairement technique, impossible pour le grand public de comprendre quoi que ce soit. Et là, on se heurte. C'est pour ça que peut-être qu'il faut parfois aussi être un peu moins dur vis-à-vis de nos dirigeants de manière générale. On se heurte à une contradiction dans laquelle nous nous complaisons tous, c'est que on veut des grandes annonces faciles à comprendre, claires, nettes, précises, travailler plus pour gagner plus, ça avait bien marché, ça, parce qu'on comprenait tout de suite ce que ça voulait dire. Sur des sujets d'une complexité telle qu'en réalité ils interdisent des discours simples et faciles à comprendre. Alors, peut-être faut-il aussi que nous nous interrogions collectivement sur notre capacité à absorber la complexité. Et aussi à considérer que nos lecteurs, nos auditeurs, nos téléspectateurs sont capables, moi je le pense personnellement, de prendre à bras-le-corps la complexité. Si on accepte ça, peut-être que le débat public en sortira gagnant. Oui. C'est vrai qu'on fait trop de raccourcis, je suis tout à fait d'accord, les médias aussi, les journalistes, et on ne va pas toujours au fond des choses. Sur l'hôpital, c'est un bon exemple, parce que Emmanuel Macron, dans le fond, aujourd'hui, on lui dit, il dit l'engorgement des urgences. Oui, mais ça fait 50 ans que ça dure, et c'est le résultat... Alors il a promis de désengorger les urgences en 1 an et demi. Voilà, mais bon, c'est un pari audacieux, mais espérons qu'il y arrive. Alors il a pris la métaphore, il avait dit, il s'est rappelé au bon souvenir de Notre-Dame en disant, voilà, j'avais dit 5 ans on reconstruira. 50 ans de mauvaise politique, parce que je crois que c'était Simone Veil qui avait mis en place le fameux numerus clausus, c'est-à-dire pour les médecins. La clause énorme, voilà, parce que les médecins ça coûte cher parce qu'ils prescrivent. Donc c'était une mauvaise politique de rigueur qui était mal ficelée. Et puis, au-delà de ça, les 35 heures, enfin bon, toute la problématique de l'hôpital. Donc en fait, dire on va régler en 1 an et demi les problèmes qui durent depuis 50 ans, chapeau. Moi, je lui dis, ok, allez-y. Mais ça va être compliqué, parce que déjà, pour former les médecins, il faut 10 ans. Donc, plus les problématiques des généralistes. Alors, je crois qu'il y a des choses qui ont été faites. Oui, ça veut dire que si ça marche, il ne sera pas forcément là, ou plus forcément là, pour en engranger non, et c'est ce qu'il veut. En fait, je pense que dans sa tête, il veut être le Schröder français, c'est-à-dire qu'on lui dit qu'un jour on lui soit gré d'avoir fait ses réformes, même si ça ne plaisait pas. Alors, le Schröder français, il a commencé ses 100 jours justement sur le terrain, aujourd'hui en déplacement à Mutterscholz, pardonnez-moi pour l'accent, en Alsace, une entreprise de bois. Demain, il sera dans l'Hérault, à côté de Montpellier, pour parler éducation. Pourquoi ce retour au terrain, d'après vous, Frédéric Dabi ? Clairement, tout président doit montrer qu'il n'est pas dans sa tour d'ivoire coupé des réalités, et encore plus un Emmanuel Macron, dont je rappellerai, mais une forme de péché originel, où le terme n'est pas bon, de critique systématique à l'égard des Français, l'idée qu'il est déconnecté des préoccupations des Français. C'est pas le cas de tous les présidents, ça ? Lui particulièrement. J'ai en tête le baromètre IFOP fiducial pour Paris Match de la semaine dernière. Est-ce qu'il est proche de nos préoccupations ? 18%. C'est-à-dire 82%, non. 18%, c'est 10 points de moins que ce qu'on voyait au moment des Gilets jaunes. Nicolas Sarkozy était à 25-30. François Hollande était plutôt plus haut. Il apparaissait proche des préoccupations, mais incapable de résoudre les problèmes. Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme, proche des préoccupations ? Parce que c'est un item, et critiquons les sondages. Qu'est-ce qu'on met derrière ? Il y a
le mépris et l'arrogance, mais il avait beaucoup mis ça à distance, notamment pendant le Covid, mais surtout, c'est « vous ne connaissez pas, Monsieur le Président, nos vies ». Vous ne connaissez pas, vous êtes déconnecté de la réalité du terrain. Donc, revenir sur le terrain, il l'a fait à plusieurs reprises. Avant les Gilets jaunes, il y a eu l'itinérance mémorielle. Sur les grands lieux de la Première Guerre mondiale. Alors, l'histoire de Pétain avait un petit peu phagocyté puis cannibalisé. Un peu gâché la fête, si j'ose dire. Gâché la fête, on peut utiliser ce terme-là, David. Mais il y a une sorte de paradoxe. Je trouve qu'Emmanuel Macron, dans le contact direct, est plutôt très bon. On l'a vu pendant sa campagne, il n'a pas peur d'aller... et ça a commencé, j'ai envie de dire, dès son arrivée dans le champ politique, puisque quelques jours après la première boulette ou petite phrase sur les ouvrières de Gade, il va sur le terrain, il se fait un petit peu alpaguer, il sait répondre, etc. Donc d'un côté, il apparaît déconnecté, de l'autre, il n'est pas mauvais pour la réponse, même si parfois, on sait très bien, dans le fil de l'action, des phrases malheureuses qui peuvent réactiver, qui peuvent donner, si je puis dire, mettre des bûches dans cette perception qui est vraiment... massivement partagé dans toutes les formations politiques, ce président ne nous connaît pas, une forme de giscardisation empire. Alors justement, il y a une théorie en cours chez les conseillers, c'est qu'il faut que le président retourne sur le terrain à portée d'engueulade et qu'il montre effectivement sa capacité à retourner une situation, à argumenter, comme il l'avait fait avec brio pendant le grand débat. Mais est-ce qu'on ne peut pas craindre, vu la situation et la tension après cette bataille de la réforme des retraites, qu'à chacun de ces déplacements, on ait des huées, des rassemblements de gens très énervés, des casseroles, David Doucan? Équation presque insoluble. David, on peut le dire à nos auditeurs, on en a couvert combien ensemble des déplacements de présidents? Alors, c'était pas celui-là. Des dizaines voire des centaines. Bon. Combien de verres aussi après? Non, nous ça reste entre nous. Pardon, mais c'était pas ça l'émission. Nous savions rester très sérieux et concentrés à notre tâche, Frédéric. Bon, donc on les connaît par cœur, ces déplacements de présidents. Vous pouvez parler de Nicolas Sarkozy, vous pouvez parler de François Hollande, vous pouvez parler d'Emmanuel Macron. Au bout d'un moment, on en revient toujours au même problème vers la fin du mandat. Alors là, c'est le début du deuxième. Ouais. Vous pouvez plus avoir des rencontres sincères avec les concitoyens à partir du moment où vous êtes dans le barnum. C'est-à-dire que, il y a une pression médiatique de plus en plus forte, donc la rencontre, elle est forcément un petit peu faussée par la présence de multiples caméras. La spontanéité est difficile à aller chercher, premier point. Deuxième point, je comprends l'initiative de l'entourage d'Emmanuel Macron qui consiste à dire on retourne sur le terrain, il est bon, c'est là qu'il est le meilleur, il le dit tout le temps. Très bien, il va aller dans la confrontation, il aime être à portée d'engueulade, c'est bon, ok. Mais sauf que là, vous êtes en sortie de réforme des retraites, il y a une conflictualité maximale, et donc il y a l'organisation de perturbations par les militants les plus radicaux avec les concerts de casseroles, etc. Et donc, dans ce contexte, vous faites quoi ? Vous êtes Emmanuel Macron. Ça sert à quoi d'aller voir ceux qui ont les casseroles à la main ? De toute façon, vous ne les convaincrez pas. L'échange, vous en sortirez sans doute pas gagnant. Et ça fera des images désastreuses. Et ça fera des images, en tout cas, négatives. Donc, si vous voulez aller chercher cette rencontre spontanée, il va falloir sortir du cadre. Est-ce qu'il va le faire ? Est-ce qu'il va échapper à son à son service de sécurité pour aller à la rencontre, pour le coup, des concitoyens normaux qui sont dans les villes, dans les villages ? C'est ça va être ça son défi des prochains jours. That is the question. Merci pour ces commentaires, ces informations. On se retrouve très vite après une petite pause pour la deuxième partie de notre débat. Quel va être le sort d'Elisabeth Borne ? À tout de suite. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous sur Radio J, deuxième sujet de notre débat, toujours avec Roselyne Febvre, David Doucan, Frédéric Dabi. Est-ce que Elisabeth Borne est condamnée à court, moyen ou long terme ? Est-ce qu'elle va devoir quitter Matignon sous la pression des événements, évidemment, dans la foulée de la réforme des retraites ? Petit tour de table rapide. D'abord, votre avis, David, Borne, elle va durer combien de temps ? Tant que la situation politique n'évoluera pas. Elisabeth Borne, elle est protégée par le fait que changer de Premier ministre aujourd'hui ne sert à rien. C'est un peu comme Christophe Galtier au PSG, tant qu'on ne change pas l'équipe, on ne change pas d'entraîneur. Elle a moins de dossiers, en cours là. Oui, Roselyne. Sauf s'il trouve une personnalité de droite qui pourra faire aider et devenir des alliés de Macron. Oui. C'est qui ? On n'en a pas ?
Alors on va explorer les pistes, mais pour vous, combien de temps il reste La réponse est du côté d'Emmanuel Macron, mais il y a une telle personnalisation du conflit. Ce conflit, c'est pas les Français contre Madame Borne, c'est les Français contre Emmanuel Macron. Donc ça ne change rien à l'affaire, de mon avis, de la remplacer. Puis il y a le fait qu'elle dépasserait à peine Édith Cresson, qui est restée 10 mois, donc ce serait pas une bonne nouvelle. Ça, symboliquement, c'est pas terrible. Ça compte le symbole, ça compte. Sauf à ce qu'il nomme une autre femme. Vous avez raison. Allez, je crois qu'il n'en a pas vraiment en stock. Restons un peu sur Elisabeth Borne. Elle se bat quand même, hein, la Première ministre. Elle a envie de sauver sa tête. Justement, elle a fait une intervention. C'était samedi lors du séminaire des cadres de Renaissance. C'est le parti présidentiel. Et elle défend sa méthode du texte par texte. Et en gros, pardon, je le dis avec mes mots, mais du bricolage projet de loi après projet de loi. On écoute. Face à ces défis, nous nous engageons à accueillir chaque progrès d'où qu'ils viennent, à juger les propositions en fonction de ce qu'elles apportent et non pas en fonction du parti qui les propose. C'est cela le dépassement. En gros, on ne change pas une méthode qui gagne, je ne vais pas aller jusque-là, mais en gros, c'est toujours du bricolage. On prend à gauche ce qu'il y a à prendre, on prend à droite ce qu'il y a à prendre. Est-ce que ça peut durer longtemps, ça, David Doucan ? Oui, ça peut durer longtemps, mais est-ce que c'est satisfaisant ? C'est plutôt ça Quel résultat ? Le questionnement. Non, mais le résultat, depuis le début de la mandature, 25 textes sont passés. Hein. Donc il ne faut pas non plus... En comptant les 49.3 ? Oui. Oui, il y a eu 11-49-3. Non, mais en dehors des 49.3. Non, il y a 25 textes votés en dehors du 49.3. Oui. Donc, alors, bien sûr, ça passe un peu sous les radars. On regarde la réforme des retraites. Bon, la réforme des retraites, non, ça passe pas. Voilà. Enfin, il n'y a pas de majorité pour la voter. Bon. Oui, ça peut continuer longtemps. Mais est-ce que c'est satisfaisant ? La réponse, moi, je vous la donne clairement, est non. Non. Pourquoi ? Parce que si vous voulez donner du souffle politique à votre second mandat, il faut quand même être en capacité de mener des réformes d'ampleur, d'avoir une ambition politique très forte. Et cette ambition politique très forte, sans le fait majoritaire absolu, elle est très difficile à porter. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui a changé avec cette majorité relative ? C'est que le verbe d'Emmanuel Macron, qui se suffisait à lui-même pendant le premier quinquennat, eh bien aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il dit, je veux faire telle réforme, mais on n'est pas capable de dire si à la fin, c'est effectivement cette réforme-là qui aboutira. Je prends l'exemple de l'immigration. Dans l'allocution, il dit il faut durcir sur les conditions l'accès au territoire français. Il faut durcir sur l'immigration illégale, il faut améliorer l'accueil de ceux qu'on accueille. Bon, ok. Alors comment on fait ? Il n'y a pas de majorité. Voilà, il n'y en a pas. Il n'y a pas de majorité pour faire passer ça. Ça veut dire quoi, David ? Ça veut dire que le texte ne peut pas passer la réforme sur l'immigration, je peux vous faire 45 minutes, mais en gros... 45 secondes. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains... D'abord, Elisabeth Borne doit préciser tout ça dès mercredi. Hein. Donc là, elle est en train de rendre des arbitrages. Mais en gros, le gouvernement est face à un choix horrible. C'est soit on y retourne avec un projet de loi à nous, et ce sera le 49.3. Voilà, que les choses soient claires. Ce sera le 49.3. Il n'y aura pas de majorité à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est pas possible. Mais c'est possible, puisqu'il reste encore un joker, un 49.3 dans la session parlementaire au gouvernement. C'est effectivement possible juridiquement, mais politiquement, Elisabeth Borne a dit qu'elle voulait plus y avoir recours. Bon, donc c'est compliqué. Et là, il y a eu une réunion, vous le savez peut-être, à l'Élysée lundi avant l'allocution du président de la République, où certains ministres, Gérald Darmanin, ont dit non, il faudra peut-être aller au 49.3, il faudra peut-être y avoir un nouveau recours. Bon, ça c'est la première option. La seconde option que vous avez, c'est de dire les Républicains sont en train d'écrire un texte, on le soutient. Alors ça, excusez-moi, mais ça reviendrait quand même à donner les clés du camion à ceux qui, par leurs divisions internes et par leur jeu de dupes, ont contraint Emmanuel Macron à utiliser le 49.3 sur les retraites. Donc je ne suis pas certain que ça enchante, cette perspective, le président de la République. Donc en fait, vous voyez bien, et par ailleurs, les Républicains, ils vont supprimer l'AME, etc. Bon, vous avez toute une partie de la majorité d'Emmanuel Macron, c'est des gens de gauche, hein, à l'origine, hein, donc ils sont contre. Enfin, pourquoi je vous donne cet exemple-là ? Parce que je vous dis, il y a une volonté présidentielle, mais à la fin, le texte qui arrivera, si un texte arrive un jour, on n'est pas du tout capable de dire que ce sera exactement ce qu'il voulait, lui, président de la République. Alors justement, pour sortir de l'ornière ou de l'impasse qui a été, je dirais, aggravée par la bataille de la réforme des retraites, on parle beaucoup d'une alliance, vous y faisiez référence, entre les macronistes et les républicains, même si, on l'a dit...
les LR n'ont pas tenu leur parole sur la réforme des retraites, puisqu'Éric Ciotti avait dit qu'il la voterait. Il a été incapable de faire appliquer cette consigne par ses troupes. Donc, alliance entre macronistes et républicains qui aboutirait à la nomination d'un Premier ministre de droite, LR compatible. C'est crédible ça, Roselyne Febvre ? Tout peut arriver. Hein. Oui, c'est crédible, hein, parce que maintenant, Emmanuel Macron n'a plus à prouver qu'il est forcément hyper à gauche. Il est même plus en même temps, Emmanuel Macron, je crois qu'on peut le dire. Il est à droite. Donc s'il veut effectivement avoir l'onction pour ces textes à venir, en l'occurrence, là, le prochain texte important, c'est l'immigration. Donc là, on sait très bien ce qui rebute la droite, eh bien, c'est les sans-papiers régularisés, etc. Donc ça va y compris pour des raisons de travail. Absolument. Le fameux titre séjour métier en tension qui est prévu par le gouvernement et rejeté par la droite. Alors donc, il était question c'était Le Monde qui avait sorti l'hypothèse de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui serait peut-être plus apte à tenir ses troupes. Mais alors, il bougera pas. Justement, je vous interromps un instant. Gérard Larcher, il était interrogé, c'était jeudi dernier, sur RMC par notre consoeur Apolline de Malherbe. Est-ce que le président du Sénat serait intéressé par Matignon ? On écoute sa réponse. Il va dire non. Écoutez, moi, je suis candidat au sénatorial dans les Yvelines. C'est pas simplement. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Je suis candidat. Vous savez. Pour gouverner, il faut une majorité, il faut un projet. Vous l'avez au Sénat, la majorité. Un contrat. Aujourd'hui, ces conditions ne sont pas réunies. Ces conditions ne sont pas réunies, mais s'il vous le demande, est-ce que vous direz non ? Aujourd'hui, je ne dirais pas oui. Aujourd'hui, puisque vous le voyez d'ailleurs aujourd'hui, s'il vous le disait cet après-midi, si vous disiez Gérard Larcher, acceptez-vous d'être mon Premier ministre, vous ne diriez pas oui. Et je pense que ce ne serait pas une manière de sortir de la crise. Bon, alors, Gérard Larcher, il laisse planer l'ambiguïté. Aujourd'hui, il n'accepterait pas Matignon, David. Oui, mais parce qu'en fait, d'abord aujourd'hui, Emmanuel Macron ne lui proposera pas. Pourquoi ? Parce que Gérard Larcher, il n'est pas capable de garantir, je vous amène 40 députés. C'est pas vrai, il n'est pas capable de le dire. Même Ciotti n'était pas capable. Personne n'est capable à droite de dire, je vous amène 40 députés. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça se passe. Je suis pas comme ça que ça se passe. Les députés LR, je fais très vite, Frédéric. Ouais, les députés. Tu parles beaucoup. Non, mais attends, je fais hyper vite. Les députés LR, ils ont été élus contre Macron. Donc, c'est comme ça. Donc, en fait, si vous voulez faire une alliance avec LR, il faut refaire des élections. Il faut faire un accord électoral avant. Et ensuite, essayer d'aller se battre avec les dents pour choper une majorité absolue. Frédéric Dabi, pas d'accord. Je pense qu'on va beaucoup trop vite en parlant renversement de majorité LR. Qu'est-ce qui sort le plus affaibli de la séquence, un sondage IFOP JDD et IFOP Sud Radio ? C'est quand même LR. Hein. On l'a très bien en fait expliqué. Fracturation entre les sympathisants LR qui étaient à 50-50 sur la réforme, rien à voir avec la Sainte Alliance qu'on a vu pendant le premier quinquennat où les sympathisants LR, LREM soutenaient ensemble massivement toutes les réformes de structure libérale, fracturation entre les LR du Sénat et les LR de l'Assemblée nationale. Et parlons-nous franchement, à court moyen terme, Gérard Larcher, et il l'a dit, il ne bougera pas une oreille jusqu'aux élections sénatoriales où il doit être en principe réélu sur le plateau à la présidence du Sénat. En septembre. Maintenant, Elisabeth Borne, parce qu'on a vite évacué le sujet. Oui, elle est plombée. Mais elle est plombée pas par la réforme des retraites. C'est Macron qui est plombé par. Elle est plombée par l'outil. Le 49.3. Et d'ailleurs, David, dans notre baromètre IFOP JDD, sa chute, elle est antérieure à la réforme des retraites. C'est les 10, 11, 49.3 qu'elle a fait, notamment sur le budget à l'automne 2022. Moi, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'elle a très peu servi dans le sens où son image personnelle, on le voit aussi dans nos enquêtes qualitatives, reste bonne. Quelqu'un qui a l'air sérieux, quelqu'un qui est compétent, il n'y a pas de discours sur l'absence de maîtrise, quelqu'un qui peut écouter, même si la réforme des retraites a mis ça à mal, mais autre élément qui montre qu'elle n'a que très peu servi, quand on s'interroge sur son bilan au-delà de la réforme des retraites, on est frappé de voir qu'il n'y a rien. Il n'y a pas une mesure, il n'y a pas une action qui lui est associée. Donc Emmanuel Macron peut changer d'alliance et tenter cette alliance LR et quid des conséquences sur l'aile gauche de la majorité. On entend Clément Beaune qui prend la parole. Enfin,
Je pense que le en même temps est encore là, et Emmanuel Macron est bien sûr minoritaire, en difficulté. Il n'est pas à zéro à gauche. Donc je pense qu'aujourd'hui, sur le court moyen terme, Elisabeth Borne reste peut-être la moins mauvaise des solutions. Est-ce que pour vous, Roselyne, la solution est à droite? Vous parliez de Gérard Larcher, mais il y a d'autres noms qui circulent, soit LR compatible, soit carrément LR. Oui, je pense que la situation d'Emmanuel Macron, elle est difficile aujourd'hui parce qu'il est, dans le fond, entouré par une gauche qui est dominée par la gauche radicale et une droite qui est dominée par l'extrême droite. Ce qui a été peu vu dans l'histoire. On se souvient des communistes avec François Mitterrand. Et le dernier gouvernement d'extrême droite, c'était le régime de Vichy. Dans des circonstances particulières, dans évidemment. des circonstances particulières. Ce qui ne veut pas dire que je dis que le Rassemblement national, c'est le régime de Vichy. Bien attention. Voilà, donc il est quand même dans une situation extrêmement complexe, il n'a pas d'alliés, il a un corps social contre lui. Donc je pense que oui, il peut trouver la martingale, c'est-à-dire la personnalité qui pourra, parce qu'on l'a vu aussi dans les sondages, que quand même les sondages sur une Marine Le Pen qui gagnerait au premier tour, enfin pas dans le vôtre, mais dans le ELAB, qui serait vainqueur au deuxième tour, dans l'hypothèse où ce serait Emmanuel Macron. Hypothèse impossible, en plus, c'est pour ça qu'il faut bien ne l'a pas évidemment. fait. Voilà. Si je puis me permettre. Merci. Sondage qui n'a pas lieu d'être, Frédéric? Bah oui, ça n'a absolument aucun sens. Oui, mais ça permet, ces sondages permettent... Non, mais de voir l'état du pays. D'accord, d'abord, de voir, et puis surtout de jouer sur les acteurs politiques. Et pourquoi pas imaginer, alors quand on dit quelqu'un de droite, pourquoi pas Gérald Darmanin? Alors il paraît que selon un écho de l'Obs, cette semaine... Ça va vous faire rire, mais Nicolas Sarkozy voudrait reprendre du service et se verrait bien à Matignon. Nicolas Sarkozy à Matignon. Je sais pas, c'est ce que dit l'Obs. Moi, ça me paraît lunaire, mais on imagine mal un Nicolas Sarkozy ayant été président de la République avec Emmanuel Macron. Enfin, alors, on l'a vu sous d'autres cieux avec Poutine et Medvedev, mais c'était vraiment d'autres cieux et d'autres mœurs politiques. Ça politiques. pourrait pas marcher. Un tout petit élément sur l'état de l'opinion. Là est diffusée en ce moment une enquête IFOP pour l'émission Ne nous fâchons pas de Paris Première. On interroge les Français sur qui est capable de rassembler les électeurs de droite dans la perspective de la prochaine présidentielle. C'est bien sûr du long terme. Ce qui est très intéressant, c'est faible pour tout le monde. Gérard Larcher, 15% de oui, à peine 16% chez les Républicains. Rachida Dati, 19%. Wauquiez, 21%. Sarkozy, dont parlait Roselyne Febvre, 28%. Le seul qui émerge, on ne l'a pas encore cité, Édouard Philippe. Édouard Philippe, la poutre travaille encore, comme il l'avait dit en 2017. Un Français sur deux, 83% des sympathisants Renaissance et 62% des sympathisants de droite disent qu'il est capable de rassembler la droite. Ça se passe à droite, ça se passe nulle part, ça se passe aussi partout. Est-ce que c'est possible un retour d'Édouard Philippe? Très intéressante enquête. Intéressante enquête, parce que c'est que le pays étant à droite, de s'interroger, de savoir qui est capable de rassembler l'électorat de droite, électorat, je parle sous votre contrôle Frédéric, déboussolé quand même depuis quelques mois, quelques années, c'est la question centrale qui va nous occuper dans les prochaines années, les prochains mois. Quelle était votre question, David? Édouard Philippe, possible le retour, sachant qu'il y a eu des tensions. Je vois que vous êtes attentif, David, merci. Sachant qu'il y a eu beaucoup de tensions, évidemment, entre l'ancien Premier ministre, le maire du Havre, d'une part, et le président Macron ces dernières années. Là, c'est plus que... on n'est plus au niveau de tension, mais plus de la détestation. La détestation, carrément. Je vous recommande le livre de notre excellent confrère Ludovic Vigogne. Les 100 jours. Les 100 jours SANS. Qui vient de sortir. Dans la collection bouquins. Là, on le savait déjà, mais il regorge d'anecdotes supplémentaires sur la relation entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, qui est donc exécrable. Bon. Donc, aucune chance que Philippe revienne à Matignon. C'est-à-dire... revienne là, dans les jours qui viennent, puisque c'est le meilleur d'après vous voyez, j'avais même pas pensé. Alors là, j'avais même pas pensé à ça. C'est une option que vous n'avez même pas envisagée. J'avais même pas envisagé ça. Peut-être que lui non plus. Ni Macron non plus. Ni Macron, ni Philippe. D'accord, on évacue. Personne n'imagine ça. Non, mais de toute façon, excusez-moi, mais le sujet de savoir qui est à Matignon, au fond, est secondaire. Parce que le sujet, c'est de savoir comment il sort du blocage politique. De l'ornière. Voilà. Le blocage politique, il découle du fait qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est tout. Mais alors, l'option alliance avec LR, est-ce que c'est un Gérald Darmanin issu de LR? Est-ce que c'est un Bruno Le Maire issu de LR? On a même parlé de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, lui aussi issu de LR. Est-ce qu'une personnalité de ce type-là peut faire la joint venture, comme on dit en économie, entre droite et macroniste? Je vais vous citer un ministre de premier plan que j'ai vu avant-hier et qui disait si c'était le cas, ce serait déjà fait.
Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si les personnalités que vous venez de citer étaient en capacité d'apporter sur facture la certitude d'avoir 40, il en faut 40, d'accord ? La majorité relative, ils sont 250 là, les trois partis. Donc il faut 40 députés LR à bord. Ouais, plus de Lyotte, un ou deux de gauche, pour être certain qu'il a. Les Lyotte, ils sont bien motivés contre Macron là. On est bien d'accord. Les Lyotte, c'est le petit groupe indépendant d'une quinzaine de députés à l'Assemblée nationale. Donc ce ministre disait, si les trois personnalités que vous venez d'évoquer, David, étaient en capacité d'apporter avec eux 40 députés LR, le président Macron les aurait déjà nommés, là, au terme de la réforme des retraites. Il y aurait déjà eu le remaniement. Donc la réponse, vous l'avez. Roselyne, vous êtes d'accord ? Impossible de voir un Darmanin, Le Maire nommé à Matignon ? Si, mais si, tout à fait. Enfin, je sais que Bruno Le Maire gratte plutôt à la porte. Pas sûr que... Ça commence à laisser des traces d'ailleurs, oui, tellement il gratte fort. Il y a des stigmates. En fait, je pense que les Français s'en fichent complètement. De l'occupant de Matignon, vous voulez dire ? Oui. Alors, on demandera après Alex s'il valide l'hypothèse. Mais allez-y, je reconnais, Roselyne, je partage assez. Non, je pense que les Français ne sont pas sur une logique de casting, mais sur une logique de résultat. Maintenant, là où je nuance, et j'en ai parlé tout à l'heure lors du premier débat, quand il y a des sujets qui inquiètent tellement comme santé, éducation, grand âge, logement, et qu'on met pour les incarner des personnalités éminemment estimables, mais qui ne sont pas politiques, qui n'ont pas réussi à percer, c'est absolument dévastateur. C'est vrai que... Oui, enfin, regardez... vous nommez Jack Lang à l'éducation, il se passe... Alors, c'était il y a 20 ans, bien sûr, 22 ans. Il se passe quelque chose. Les Français se disent, ça va bouger. Ça compte les symboles. Regardez Villepin, il avait une flamboyance qui finalement a fini par énerver. Au début, ça a bien marché. Et avec son CPE, il est monté sur le cheval sans l'avoir scellé, on a vu le résultat. Alors, attention, vous citez Jack Lang et on parlait tout à l'heure des dossiers prioritaires. Propos, en fait. Non, mais allez-y. Non, mais ici, on baïonne les femmes. Allez-y. Allez-y, terminez, Roselyne, allez-y. Non, mais les personnalités, généralement, il ne faut pas qu'elles soient trop flamboyantes à Matignon. C'est le rôle d'un Premier ministre, c'est d'être plutôt effacé, comme le veut la 5e, comme l'a construite De Gaulle. C'était pour qu'il soit le fusible, enfin on l'a dit et répété. Donc il ne faut pas non plus quelqu'un qui fasse trop de claquettes. Alors, surtout à côté de Macron. Non mais ça, vous parlez de personnalité idoine pour Matignon, mais on a quand même un problème avec des ministres qui représentent des priorités, éducation, santé, et qui font justement pas de claquettes, c'est le moins qu'on puisse dire, on les entend pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a quand même des Papendiaï, François Braun pour la santé, Papendiaï pour l'éducation nationale et un paquet d'autres. Est-ce que vous pensez, il y a quand même des têtes qui vont sauter là forcément pour incarner ces priorités ? C'est toujours le même sujet de la problématique de la société civile en politique. Rappelez-vous de Schwarzenberg sous François Mitterrand, je crois qu'il avait fait 15 jours, un médecin sous Rocard. Il faut des professionnels de la politique. Alors ce sont des bons techniciens, mais être en première tête d'affiche, c'est vrai que Braun, il n'imprime pas. Alors il est médecin, visiblement. Il est urgentiste, alors même que la priorité du président tel qu'édicté lundi, c'est les urgences. Et c'est vrai, rappelez-vous un moment, Moscovici, qui était ministre de l'économie, il n'imprimait pas. Et qui est aux grandes dames d'ailleurs de François Hollande. Donc il faut aussi qu'une personnalité soit incarnée dans sa façon faut couper là. Ouais. Non, mais vous pouvez terminer votre phrase, Roselyne, parce que je vais me faire accuser de maxi, un peu machisme encore. Ce que Roselyne veut dire, c'est que vous trouvez que François Braun est rasoir. Très bon, bravo David Doucan. On lui laisse le mot de la fin pour cette vidéo. Merci pour ces explications. Beaucoup de problèmes de ressources humaines et de casting en Macronie. On aura l'occasion d'en reparler. On se quitte quelques instants. On se retrouve très vite pour examiner la situation de la gauche. À tout de suite. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Radio J, ça reste entre nous. Troisième, dernière partie de notre débat. Roselyne Febvre, David Doucan, Frédéric Davy. Et on parle du premier anniversaire de la NUPES. On va pas chanter Happy Birthday, mais ça fait quand même 1 an que l'union de la gauche, les socialistes, les écologistes, les communistes, derrière les insoumis, s'est faite contre toute attente. Une union qui célèbre sa première année dans quelques semaines. Tout le monde parle d'un fameux acte 2 de la NUPES, mais
Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas du tout d'accord entre eux sur ce qu'il faut faire de cet acte 2. Roselyne Febvre, comment vous sentez les choses? Ils ne sont pas d'accord. Bon, c'était un peu le coup de génie, il faut le dire, la NUPES, de mettre tout le monde sous la bannière. Mais on voit déjà qu'il y a eu des dissensions sur l'affaire Quatennens, notamment de la part des écologistes et puis aussi des communistes. Enfin, bon, et puis Fabien Roussel qui a montré les dents lors de son congrès. Donc la NUPES a un peu du plomb dans l'aile. Ils sont... est-ce qu'ils sont pas en train de faire un cadeau, je dirais, aujourd'hui à cette gauche qui veut ressusciter avec l'image de Cazeneuve qui serait un peu la personnalité qu'on voit partout, qui est à la une de franc-tireur, voilà, l'homme sage de la gauche. Est-ce que dans le fond les chiffonniers de la NUPES ne sont pas en train de refaire le lit d'une gauche social-démocrate qui avait disparu? Vous score disiez de d'ailleurs Anne Hidalgo à la présidentielle, il faut le rappeler, 1,75. Oui, mais bon, parce que c'est une question d'incarnation. Mais vous disiez en off tout à l'heure, si je remets bien vos propos... Mais ça reste entre nous. Hein. Ah bon? Oui, non, mais attention. Que lorsque vous faisiez des papiers sur la gauche... la gauche social-démocrate, le PS, ça marchait plutôt bien. Vous étiez on était plutôt étonnés du fait qu'effectivement un parti qui fait 1,7 marche bien, notamment sur les réseaux sociaux. Mais enfin, on n'a quand même pas l'impression qu'il y a un espace dans l'opinion. Je me tourne vers vous, Frédéric Dabi. Est-ce que le PS peut renaître ou est-ce qu'il y a une part de marché dans l'opinion pour lui? En tout cas, il y a un espace peut-être à gauche. Parce que qu'est-ce que c'est que la NUPES, et Roselyne l'a bien dit, ça a été une formidable coalition électorale qui a permis de limiter les dégâts. Hein. Mélenchon n'est pas rue de Varenne, n'est pas Premier ministre. Ils ont un nombre de députés qui reste faible, mais c'est une coalition électorale pour une majorité de sympathisants de gauche en Catifop Humanité. Elle n'est pas pérenne, elle n'ira pas au-delà des élections européennes. Et très clairement, on voit comme la séquence retraite a été catastrophique pour la NUPES. Mais pourquoi? Parce que je pense que les Français voulaient un débat, voulait une opposition responsable et pas les casseroles, le bruit et la fureur, la bordélisation de l'Assemblée nationale, Mélenchon qui se substitue au mouvement social. Quand on interroge dans une enquête fiduciaire sur les gagnants et les perdants de la séquence retraite, alors c'est pas une question parfaite parce que on met les gens en situation d'expertise. Qui est gagnante? Marine Le Pen, 62%, elle est gagnante, elle sort renforcée, plus 12 par rapport au mois de mars. Puis Fabien Roussel, qui est peut-être le seul à gauche qui s'en est sorti, parce qu'il n'est pas dans une logique NUPES. Et Jean-Luc Mélenchon, 70%, il est sorti affaibli, parce qu'il y a une sorte de péché originel, il y a une sorte d'équation que font les Français qui est NUPES égale LFI, LFI égale Mélenchon, donc la NUPES, c'est Mélenchon, qui reste, malgré son très bon score à la présidentielle, une personnalité absolument repoussoire, et puis le centre de gravité du peuple de gauche, d'où le succès peut-être de Cazeneuve, d'où le moment Roussel, est beaucoup moins à gauche que le centre de gravité LFI. Qui est très radical, notamment dans ses méthodes, comme on l'a vu dans l'opposition à la réforme des retraites. David Doucan, vous avez suivi longtemps le courant social-démocrate, le Parti socialiste et François Hollande. Ça vous semble plausible, une renaissance de ces cendres du PS? Bon, écoutez, en tout cas, il y a une équation qui est assez simple, je vais la poser. En France, jusqu'à preuve du contraire, pour gagner, il faut faire 50% plus une voix. C'est incontestable jusqu'ici, voilà, on vous suit tous. Non, mais voilà, donc il faut être majoritaire. La radicalité est minoritaire. Très juste. Voilà. Donc aucun no future pour Jean-Luc Mélenchon ou un insoumis. Non, je pose ça. Et Frédéric Dabi ne me contredit pas. Non. Même il acquiesce, je le vois. Je le vois acquiescer. Donc, notamment en Ariège. Mais elle n'est pas minoritaire dans l'hégémonie culturelle. Aujourd'hui, quand on parle de la gauche, c'est typiquement la NUPES qui a la main mise sur les débats, vous voulez dire. Mais qui incarne. Qui est une avant-garde culturelle. Qui soit sensible à la radicalité, c'est une chose. Ensuite, on arrive aux élections présidentielles. Ouais, voilà. À un moment donné, il y a le pays qui vote, quoi. Et le pays, il est réel. Et dans le pays, si on regarde vraiment les grandes masses, vraiment, je parle sous le contrôle de Frédéric Dabi, mais si on regarde les grandes masses, c'est plutôt à droite déjà, et c'est plutôt modéré en réalité. On ne recherche pas à renverser la table toutes les 5 minutes. Bon, donc votre question c'était est-ce que la gauche peut renaître de ses cendres? La gauche modérée. Oui, mais au fond c'est le seul chemin.
Voilà, c'est-à-dire que il faut mais sauf si on change le mode de scrutin, si on n'élit plus le président au suffrage universel direct, j'en sais rien. Si on décide de transformer la France en démocratie en démocratie parlementaire, voilà, bon, d'accord. Mais là, c'est pas le cas. Nous, on a notre président de la République qui est élu au suffrage universel direct, majoritaire, à 2 tours. Bon. Donc, il faut se qualifier au premier tour, et ensuite, il faut faire 50% plus une voix. C'est beaucoup. Ce sont des millions de gens qu'il faut rassembler derrière soi. Donc, ils ont 4 ans. Donc, ils ont 4 ans. Alors, pour faire quoi ? Le plan d'Olivier Faure, c'est un plan ou c'est un rêve, j'en sais rien, c'est de dire on va réussir à l'intérieur de la NUPES à reprendre le leadership et emmener les insoumis derrière nous. Enfin, personne n'y croit. C'est quand même le parti, parmi les 4 partis de la NUPES, qui a fait le plus faible score aux élections présidentielles. À la dernière présidentielle. Donc personne n'y croit. Vraiment, bon, c'est absurde. Est-ce qu'au sein de la France insoumise, il peut y avoir des mouvements ? On le voit bien. Il y a une tentative de tuer le père de la part de toute une série de responsables qui sont désormais dans une conflictualité avec Jean-Luc Mélenchon. Se défend bien. Le père se défend même bec et ongle. D'accord. Bec et ongle. Il n'a pas du tout l'intention de laisser la place. Donc, qu'est-ce qui peut se passer au sein de la France insoumise ? Qu'est-ce qui se passe chez les écologistes ? Chez les écologistes, la personnalité qui prend la lumière, c'est Sandrine Rousseau. Elle n'est pas majoritaire, Sandrine Rousseau, dans le pays, du tout. Et elle n'est pas modérée, comme vous le disiez. Parce qu'elle n'est pas modérée, elle n'est pas majoritaire. Bon. Voilà. Question. On a un premier test pratique. Allez-y, Rosine. Non, Cazeneuve, il ne faudrait pas qu'il soit le Jacques Delors de la gauche. Et j'ai l'impression que c'est un peu. En tout cas, il a envie d'y aller, visiblement. Il n'a jamais été aussi déterminé. Oui. Franchement. Mais oui, d'accord. Il a toujours hésité, renoncé. Là, depuis. Alors, en fait, je dis, j'espère. Je vais vous dire, Roselyne, Bernard Cazeneuve, il est déterminé quand il n'y a pas d'élection. Bah voilà. C'est bien le problème. La référence de Jacques Delors est très juste de la part de Roselyne. Alors, justement, il y a une élection qui arrive. C'est dans un an. Ce sont les élections européennes 2024, et déjà il y a un désaccord stratégique au sein de la NUPES. Alors c'est pas l'élection qui va bousculer, elle va être intéressante, passionner les fous, elle va être intéressante. Et il y a déjà un désaccord stratégique. Les insoumis veulent y aller groupés, et tous les autres sont pas d'accord et veulent monter leur propre liste. C'est quand même la promesse de lendemain qui est déchante sur le plan électoral, non ? Non, mais c'est ce que disait Frédéric tout à l'heure, qui était très juste, c'est que c'est un outil électoral. C'est pas un outil comment dire oui, enfin non, parce qu'ils gouvernent pas, mais ce n'est pas un voilà, il y a des tas de tendances, on les connaît, qui sont diamétralement parfois opposées. D'ailleurs, on se demande quand même ce qu'Olivier Faure vient applaudir parfois la France insoumise. Que venait-il faire dans cette galère, comme dans cette galère. Mais c'est uniquement pour ressusciter, pour être dans cet intergroupe, pour avoir un groupe. Sinon, ils étaient morts. Pour exister encore politiquement. Donc, électoralement, ça a du sens. Après, politiquement, c'est une autre affaire. Mais peut-être qu'ils vont à un moment vouloir se dessaisir de la tutelle de Mélenchon, qui quand même parfois va de travers. En tout cas, c'est l'intention qu'ils ont mise en scène ces derniers jours. Et puis surtout, il y a le communiste Fabien Roussel, avec qui ça chauffe de plus en plus. Mélenchon, Fabien Roussel, je t'aime moi non plus. Et dans le JDD dimanche, Manuel Bompard, le lieutenant de Mélenchon, a encore une fois exhorté Roussel en lui demandant d'arrêter, je cite, de taper sur son camp. Quelle ambiance, Frédéric ? Moi, je pense que la caporalisation, ça marche pas du tout du côté des électeurs. S'ils voient une autorité, une autorité, Jean-Luc Mélenchon, mais un autoritarisme, c'est également le Jean-Luc Mélenchon. Vous faisiez référence à la manière dont il a écarté de manière extrêmement violente des proches historiques comme Clémentine Autain, Alexis Corbière, Raquel Garrido. Moi, je pense que François Coquerel, Éric Coquerel, pourtant quelqu'un de très proche, mais je pense que puisque ça reste entre nous, je vais faire un pronostic. Je ne crois pas une demi-seconde à une liste unique NUPES pour les élections européennes. Qu'est-ce que c'est que ce scrutin européen ? C'est un scrutin à part dans le cycle électoral. C'est un scrutin où la marque partisane compte énormément. Donc Europe Écologie Les Verts, qui a toujours fait des très bons scores aux élections européennes, parce que les Français disent Europe Écologie Les Verts, c'est l'écologie, c'est le climat, c'est l'Europe, donc on vote pour eux. Ils ne voudront absolument pas être, je dirais, assimilés dans une bouillie NUPES, où, comme l'a dit Roselyne, il y a quand même des différences. Il y a un PS qui n'existe pas, puisque l'incarnation d'Olivier Faure est extrêmement faible. On reste sur une logique de coalition électorale, mais qui est complètement inadaptée au scrutin européen. Fabien Roussel, c'est un petit peu différent. Lui, il a à perdre, parce que la marque communiste va
va être en difficulté aux élections européennes. On se souvient de Yann Brossa qui avait fait une très belle campagne, vous vous en souvenez, en 2019, et qui avait fait à peine 2 ou 2,5% parce que la marque communiste plombe. Mais en revanche, l'incarnation Roussel, notamment du côté du salariat, du côté des catégories populaires, est en train de percer. Dans l'enquête IFOP fiduciale pour le Figaro Magazine, on l'a alors c'est de l'électoral, de la présidentielle, on est dans 4 ans, mais entre 6 et 7%, c'est 3 fois son score du 10 avril dernier. C'est énorme. David Doucan, vous évoquiez tout à l'heure le fait que certains insoumis cherchaient à tuer le père. Mais le père, il se défend bien. On l'a vu dans certains sondages. Il a d'abord plutôt fait bonne figure dans des enquêtes de premier tour, au même titre que son associé rival, François Ruffin. Et il a fait une interview où il a semblé l'adouber en disant nous, oui, la France Insoumise a des candidats possibles, le mettant au même plan que lui. Ça vous semble sincère? Est-ce que Mélenchon peut vraiment considérer que François Ruffin est un candidat à la présidentielle sérieux? Il a un sujet de démocratie interne. Ça pousse. Au sein de la France Insoumise, il y a une demande de davantage de démocratie interne. Lui, il n'en veut pas. Bon. Elle n'existe pas. Voilà. C'est vous qui l'avez sorti, David. Tout à fait. Ils ont 3 adhérents. Oui, le Parisien avait expliqué que le nombre d'adhérents directs était extrêmement faible, voire proche de 0. C'est factuel. Enfin, 3. Donc, invitons-les. Il n'en veut pas de cette idée de démocratie interne parce qu'il a d'ailleurs théorisé, Jean-Luc Mélenchon, que c'était inefficace. Il est, comme beaucoup, un grand brûlé du Parti socialiste et de ses courants. Il ne veut pas de ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oui, il y a des gens qui peuvent. Mais pourquoi? Pour que, en fait, les gens se déchirent. C'est le baiser de la mort. Voilà, se déchirent, et pour qu'à la fin, ils disent, mais en fait, finalement, je reste le meilleur. Je reste la chance la plus forte pour la gauche dans la perspective de la présidentielle. Parce que, quel que soit l'âge de Jean-Luc Mélenchon, ne doutez pas du fait qu'il considère qu'il peut être encore candidat en 2027. Et que, sauf empêchement, il le sera, donc. Sauf empêchement, sauf si ses adversaires en interne réussissent à s'organiser. Ça peut quand même être possible. Ça vous semble sincère quand il semble adouber, Jean-Luc Mélenchon, il semble adouber François Ruffin, dont il est de notoriété publique que les deux hommes se détestent? Il faut se méfier de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez raison. Oui, c'est le baiser de la mort, oui, effectivement. Après, il reste... C'est vrai que Mélenchon n'a pas envie d'être délogé, que la politique est un peu son... Comment dire, son punching ball, c'est-à-dire sa colère s'exprime souvent à travers son combat politique. Et je pense que, il a quoi, 73 ans? C'est pas non plus... Biden a donné des espoirs à tous les grands dirigeants de la planète. Y compris à François Bayrou, c'est dire. Voilà, donc je pense qu'il est bien accroché au bastingage, parce que Jean-Luc Mélenchon, sans faire de la politique, c'est un dépressif qui s'ignore. Donc je pense qu'il va pas laisser sa place, mais il laisse entendre que il est bienvenu dans la bataille, mais j'en crois pas un mot. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Roselyne Febvre. C'est vrai que 4 ans avant, ça ne mange pas de pain. On se souvient de François Mitterrand, quelques mois avant mai 81, à dire que le candidat, c'est Michel Rocard, qu'il n'a pas envie d'être candidat. Une laguiérisation de Jean-Luc Mélenchon. 4 candidatures de suite est tout à fait envisageable. François Bayrou était candidat en 2017. Ça faisait 4 candidatures de suite également. Maintenant, pourquoi lance-t-il, fait-il ce baiser de la mort, fait-il ce soutien ouvert à François Ruffin? Parce que je pense que derrière, François Ruffin, il est sur les mêmes terrains que Fabien Roussel. La proximité, le peuple, dire que on peut récupérer, la gauche peut récupérer des électeurs du Rassemblement national. Il ne faut pas oublier, comme dans le cadre, après son bouquin sur le front de la Somme, j'ai plus le titre en tête, François Ruffin a été attaqué par des membres de la France Insoumise sur le mode erreur stratégique, il ne faut pas parler au Rassemblement national. Fabien Roussel est un peu sur cette même logique du terrain, de la proximité et faire revenir la France du travail dans le giron de la gauche. La France du travail, elle est aujourd'hui largement au Rassemblement national. Alors, on évoquait tout à l'heure la possibilité d'une renaissance du PS de ses cendres et notamment d'un Bernard Cazeneuve. Est-ce que, électoralement parlant, est-ce que dans l'opinion, il y a
une demande de social-démocratie, une demande de Bernard Cazeneuve. Il y a quelque chose que je trouve tout à fait paradoxal, et je vais me taire pour ne pas trop parler. Dans le dernier baromètre IFOP fiducial pour Match, on fait entrer 2 ans après Bernard Cazeneuve. Il fait un score honorable, 37% de bonnes opinions. Alors, ça en dit long sur la défiance d'avant, parce qu'avant, il dépassait largement les 50, notamment après la période des attentats. 37%, ça le met en 10e position. Mais quand on regarde sa structure à gauche, il est en dessous de sa moyenne à gauche. Il est minoritaire à la France insoumise. Ces 37% sont portés par les sympathisants Renaissance, voire les sympathisants de droite. Ça montre à quel point dans ce champ politique coupé en 3, il y a NUPES gauche extrême, il y a RN gauche extrême, et il y a un bloc central dans lequel peuvent cohabiter des personnalités LR, Xavier Bertrand, des personnalités de la majorité présidentielle, voire des personnalités social-démocrates comme Bernard Cazeneuve. Et c'est peut-être vous venez peut-être de nous donner le casting du futur gouvernement, si j'en crois nos échanges précédents. Bien, merci à tous les 3 pour vos éclairages, vos explications lumineuses. Nous savons tout maintenant des projets d'Emmanuel Macron. Tant est qu'il puisse être un peu précisé, du casting pour la succession d'Elisabeth Borne, et puis bien sûr de l'état de la gauche. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 21h sur Radio J. D'ici là, je compte sur vous et votre discrétion. Ce qui est à Radio J reste à Radio J, et tout ceci reste entre nous. À la semaine prochaine. Merci.